Donc, l'idée, c'est de faire ce regard croisé. C'est Nadège qui animera le regard croisé. Comme ça, elle se chargera de transmettre la parole. On fait un regard croisé avec Sandra et je suis heureux de recevoir Sandra. On était hier sur France Bleu ensemble. Alors, on ne se quitte plus. Ça y est, on découvre oui. des points communs. Nous allons jouer au golf avec Sandra sûrement bientôt aussi, puisqu'elle fait partie de grands joueurs, avec une famille de grands joueurs de golf. Donc, c'est magnifique. Et puis, on découvre à chaque fois des points communs. C'est une rencontre magique. Donc, je suis ravi d'avoir Sandra là qui va nous parler de sophro dans une approche spécifique aussi avec le regard phénoménologique, le lien avec la médecine traditionnelle chinoise et puis les lettres hébraïques. Donc là, nous, on parle sophro, regard croisé, sophro, hypnose, points communs, différences. Voilà, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On va vous demander de couper les micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Pensez vraiment à couper vos micros. Et on vous demandera de poser vos questions. Et puis, à chaque fois, on reprend vos questions. Nadège reprend les questions, les lit aussi avec Sandra. L'idée, c'est de faire un peu ce ping-pong, ce regard croisé sur sophro-hypnose, de venir nourrir, enrichir. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, à nourrir, enrichir ce regard croisé. Je vous dis d'ores et déjà que le 1er juillet, j'aurai l'honneur d'accueillir, là encore, alors toujours la famille Guiliani, mais là, c'est le papa, Jean-Pierre Guiliani, qui est un grand spécialiste de la Chine, de la médecine traditionnelle. Il fait partie des pionniers de ceux qui ont amené en France, qui ont nourri, il y a maintenant plus de 40 ans, la médecine traditionnelle chinoise en France, qui ont amené le travail avec l'ostéopathie. Et puis, Jean-Pierre a écrit de nombreux ouvrages, et toujours celui-là, donc c'est à côté de moi, donc l'alphabet du corps humain, ce vieil exemplaire là. Et donc, Jean-Pierre viendra nous parler des lettres hébraïques, de la médecine chinoise, mais en lien avec les pathologies mentales, avec la souffrance psychologique. Il viendra nous montrer comment la médecine chinoise et les lettres hébraïques permettent de venir accompagner des gens en souffrance psychologique. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Sandra qui amènera l'hypnose, qui amènera la sophro et moi qui amènerai l'hypnose. Voilà. À toi, Nadège, de lancer le bal. Merci. Et merci à vous. Merci, Guillaume. Alors, c'est un grand mot, hein. Je vais conduire le regard croisé. Je vais faire du mieux que je peux, hein. Donc, merci Sandra de participer à cette rencontre. Merci de venir nous présenter ton métier et de la manière dont tu l'exerces. Je pense que la première étape, hein, évidemment, c'est que chacun de vous deux se présente. Et ensuite aussi, là-dedans, ça serait bien de savoir qu'est-ce qui vous a amené à la sophrologie pour toi, Sandra, et qu'est-ce qui t'a amené, toi, Guillaume, à l'hypnose. Voilà. Sandra, hein. Alors, je démarre, ok. Avec plaisir. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Donc, en effet, je suis Sandra Guiliani. Je suis installée depuis une petite dizaine d'années en cabinet. Donc, comme vous l'avez compris, je suis tombée aussi dans la médecine traditionnelle chinoise toute petite, avec un papa ostéopathe qui a sa propre école de médecine traditionnelle chinoise. Bon, comme j'étais une enfant rebelle, j'ai démarré dans l'entreprise, dans le domaine du management. J'ai eu une carrière en entreprise et puis assez rapidement, j'ai souhaité me former en médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça a été mon premier enseignement en 4 ans, formidable découverte. Une première façon aussi de comprendre un petit peu comment ce corps fonctionne très naturellement. Et puis, j'ai continué à vouloir explorer. C'est par le biais de rencontres aussi, mais je trouvais qu'une fois qu'on avait pu aborder la thérapeutique en médecine traditionnelle chinoise, finalement, j'avais peut-être pas assez d'outils pour proposer, même s'il y avait de la pédagogie, j'avais peut-être pas assez d'outils pour proposer aux personnes de pouvoir elles-mêmes pratiquer, avoir des outils au quotidien. Donc, c'est par le biais de rencontres. J'ai rencontré Sylvie Bertrand sur Avignon, qui a une école
de sophrologie, le CFSD, sur Avignon. D'ailleurs, j'interviens en tant que formatrice auprès du CFSD. Et c'est au travers de cette rencontre que je me suis formée à la sophrologie en 2 ans, avec des spécialisations sur la prévention, régulation du stress, également le sommeil, et puis tout ce qui est lié aux acouphènes chroniques. Même si les champs d'application de la sophrologie sont beaucoup plus larges, en tout cas, moi, je me suis spécialisée sur ces thèmes. Et aujourd'hui, dans ma pratique, j'invite et la médecine chinoise et la sophrologie, et je vous expliquerai comment ça fait sens. Voilà. Et aussi, dans mon parcours professionnel, j'ai été formée au coaching professionnel auprès d'Apogée Consulting avec accrédité ICF. Voilà. Sandra, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la sophrologie? Alors, la sophrologie, c'est une pratique psychocorporelle. C'est-à-dire qu'en sophrologie, on va beaucoup utiliser la respiration, mais également des activations corporelles et des visualisations mentales. Le principe de la sophrologie, c'est vraiment de répéter au travers de ce qu'on appelle des vivances, c'est-à-dire que le sophrologue va proposer à la personne de pouvoir vivre une séance au travers de ces 3 propositions, des exercices de respiration. Donc, on va chercher un petit peu à travailler sur le système nerveux central, puisque l'alcalose et l'acidose vont nous permettre de rentrer dans le seuil sophroliminal. Et puis, on va proposer des activations corporelles et des visualisations. L'idée, c'est de vraiment venir dans les sensations et ramener vraiment, il y a plusieurs principes, le principe du schéma corporel comme réalité vécue, et surtout aussi un deuxième grand principe qui est l'activation positive. En fait, en sophrologie, on va vraiment beaucoup ramener du positif et des visualisations aussi qui permettent de revenir sur des sensations positives au niveau corporel. Merci Sandra. Guillaume, à ton tour, merci de te présenter et de nous donner comment tu en es venu, toi, à l'hypnose. Alors, donc Guillaume Poupard, je suis docteur en psychopathologie, le fondateur de Way Inside et de Way Outside, donc dans lequel on propose des formations autour du champ de la thérapie, et dans Way Outside, tout ce qui est autour du transpersonnel, des pratiques, des états modifiés de conscience, pratiques chamaniques et transpersonnelles. Comment j'en suis venu à l'hypnose? De formation psychanalytique au départ, et même si Freud pratiquait l'hypnose, ça fait peu partie du parcours de formation des psychanalystes de pratiquer l'hypnose. Mais c'est 2 rencontres, une rencontre avec mes patients et des patients addicts en particulier qui me mettaient dans un état particulier de conscience lors de séances de psychodrame de groupe. Et cet état qui ressemblait un peu à de l'endormissement, un état de sommeil, un état où mon activité de pensée semblait suspendue, j'arrivais plus à respecter les horaires, le travail qui était proposé déjà m'avait troublé. C'est ce qui a fait que j'ai changé ma recherche de thèse et que ça m'a amené à quitter ma thèse qui était autour des capacités de rêverie et de jeu chez le jeune enfant et le nourrisson, et puis à aller vers cet état particulier qui était présent dans les groupes de patients addicts, et donc ma thèse sur l'anesthésie psychique. Et donc ça, c'est le premier temps. Et puis la deuxième rencontre, ça a été, je pratiquais la PNL et j'enseignais la PNL, et dans un séminaire, je rencontre une dame, et au cours de ce séminaire, elle me dit « Ah, je fais de l'hypnose ». Ah, je dis « Tiens, c'est intéressant, vas-y, fais-moi ça ». Et elle me fait vivre une séance d'hypnose rapidement. Et l'état est fascinant, l'état intérieur est fascinant. Je lui dis, attends, je vais faire la même chose. Je l'entendais dire des choses avec des mots, des peut-être pas. Je jouais avec du langage, faire comme de la confusion, et je lui refais la même chose. Donc, je modélise, je lui refais la même chose, et elle me dit, cette dame qui s'appelle Chantal Dunant, elle me dit, Chantal, ah oui, mais tu sais faire, toi, tu te moques de moi, tu as déjà fait ça. Je lui dis, non, mais j'aime cet état, je veux apprendre à faire ça. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure à faire ça. Puis, je suis devenu enseignant, puis maître enseignant. Et puis, c'est très rigolo pour l'anecdote, parce qu'il y a quelques jours, Chantal Dunant m'a écrit en me disant, je viens de sortir un livre sur le stress et l'accompagnement et la prise en charge du stress. Elle me dit, est-ce que tu veux bien préfacer mon ouvrage? Donc, je suis ravi donc, comme ça l'a fait connaître, ça fait de la pub pour cette personne. Et l'hypnose,
Pour faire le pendant avec ce que Sandra vient de dire, l'hypnose, on est dans, je définirais avant tout, non pas comme une thérapeutique, mais comme un état amplifié de conscience. Bah, on y reviendra parce que c'est un état qui va mobiliser des ondes cérébrales particulières qui sont les ondes θ et les ondes alpha, donc des ondes de relaxation très profonde en état d'éveil ou de relaxation légère, donc moins les ondes bêta, mais qui augmentent complètement ces ondes-là, ce qui fait que ça nous amène à davantage percevoir, saisir, mobiliser ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est déjà une première différence en termes d'ondes avec, on y reviendra avec la sophro, parce que c'est pas le même effet au niveau du cerveau. On s'approcherait plutôt de la relaxation alpha, en fait, c'est plutôt ça, voilà, en sophrologie, si on voulait comparer. Oui, parce que en sophro, il va y avoir une augmentation des ondes alpha et une baisse des ondes bêta. Les ondes bêta, pour nos collègues, sont les ondes qui sont présentes dans l'activité courante. Voilà. C'est ça. En hypnose, on augmente les alpha et les θ, c'est-à-dire on veut quelque chose où il y a vraiment une grande suggestibilité. Donc, une grande permissivité aux messages qui sont adressés. C'est pour ça que l'hypnose augmente les ondes θ. Et il serait intéressant que vous continuiez justement sur cet élan-là, hein, Guillaume et Sandra. Justement, Sandra, toi, de ton côté, tu disais que c'était plutôt les ondes alpha. Et du coup, qu'est-ce que ça va mobiliser, hein? En fait, Alfonso Caicedo, qui est le fondateur de la méthode dans les années 60, a identifié 4 états, enfin, en tout cas, dans les états de conscience, il a identifié l'état de conscience pathologique, l'état de conscience ordinaire, et du coup, par la pratique de la sophrologie, il a nommé la conscience sophronique. Et c'est un seuil, en fait, qu'on appelle le seuil sophroliminal, qui est le seuil qu'on connaît quand on est proche de l'endormissement, et c'est dans ce seuil sophroliminal qu'on va pouvoir être dans toutes nos pratiques en sophrologie. En tout cas, c'est ce seuil-là qu'on va chercher pour la pratique, pour être dans un état de conscience là aussi modifié pour permettre la prise de conscience. Parce que la sophrologie, c'est vraiment ce qu'on recherche, une prise de conscience par la présence du schéma corporel. Donc, on a 12 degrés, en fait, mais c'est souvent les 4 premiers degrés qui sont utilisés en consultation. Et on va vraiment être dans cette recherche de la prise de conscience du schéma corporel. Ensuite, l'esprit et la réunion du corps et de l'esprit dans la pratique. Donc, en fait, on progresse. C'est pour ça qu'il y a aussi cette idée de répétition et de progression dans la sophrologie quand on accompagne une personne. Et par rapport à la question de l'hypnose, en hypnose, on va voir qu'au niveau cérébral, si je poursuis là-dessus, il y a cette idée de modulation des ondes, dans le sens d'une amplification. On vient moduler les ondes. Ce qu'on observe aussi, c'est une spécificité, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la connectivité entre certaines structures et notamment le cortex préfrontal et le cortex singulaire. Donc, il va y avoir une grande activation au niveau du cortical. Donc, ça va être intéressant, ça va avoir des effets et au niveau de la régulation émotionnelle, mais aussi au niveau du traitement de l'information, de la planification, de la capacité à pouvoir traiter, élaborer une information et à modifier comment on va répondre. Ce qui fait que, pour rester dans le fil que tissait Sandra, l'optique va être plus dans un accompagnement thérapeutique avec l'idée on va modifier des comportements, on va modifier un traitement, une façon de traiter l'information au niveau cognitif, on va modifier une façon de vivre l'expérience au niveau émotionnel et notamment parce que ça va activer, ça va mobiliser le système nerveux autonome et donc réguler tout ce qu'il en est de l'émotionnel.
En ça rejoint la sophrologie. On est aussi dans cette idée de réguler le système nerveux autonome et d'accompagner un petit peu ces émotions. On va être plutôt dans une mise à distance de tout ce qui est de l'ordre des 3 dimensions de l'être, au niveau des sensations, des pensées, des émotions. On va être en capacité de mettre ça à distance et de proposer par des activations corporelles de le mettre à distance. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup centré sur les sensations, sur le corps, pour pouvoir lâcher le mental. C'est vraiment ça aussi le principe de la sophrologie. Et ça, c'est intéressant là, ce que Sandra amène parce qu'en sophro, et je dis bien en sophro, on va amener une diminution de l'activité de l'amygdale, donc de cette structure qui s'occupe de l'émotionnel, qui est un peu comme notre signal d'alarme. Donc, on va diminuer la réactivité émotionnelle, le déclencheur alarme chez les gens quand on travaille en sophro. Et par contre, on va augmenter l'activité de l'insula. Et moi, ça m'intéresse parce que je cherche à produire ça avec l'hypnose et avec les techniques de thérapie brève en TSE. On augmente l'activité de l'insula. L'insula, c'est l'interoception. C'est notre capacité à percevoir les sensations, à traiter les stimuli qui sont là. Donc ça, c'est une grande force de la sophro, cette capacité à activer la structure qui s'appelle l'insula. Et en sophrologie, on cherche vraiment à avoir cette possibilité d'avoir une conscience non pas ordinaire, c'est-à-dire prendre les choses telles qu'elles sont, mais au contraire de poser un autre regard. Plus on pratique, l'idée c'est de révéler un petit peu les valeurs existentielles de la personne et d'arriver à prendre conscience pour poser un autre regard. C'est un peu le mythe de la sortie de la caverne de Platon, où on est un peu dans ses ombres, et petit à petit en pratiquant, c'est la verticalité de l'être, c'est sortir un petit peu de ces zones d'ombre pour aller vers cette prise de conscience qui permet de poser un autre regard sur les choses et les situations par la pratique régulière. C'est vraiment le principe de la sophrologie. Il y a un engagement de la personne, il faut vraiment répéter, il y a vraiment cette logique de vivance qui va faire qu'à un moment, les prises de conscience se font par la respiration, les activations corporelles, encore une fois, et les visualisations. Et c'est progressif aussi, on ne peut pas tout de suite proposer tout à la personne, en fonction de là où elle en est aussi au moment où elle vient. Moi, dans ma pratique, je ne suis pas du tout orientée protocole. Je m'adapte vraiment, je suis vraiment centrée sur la personne et je m'adapte à là où elle en est au moment où elle vient. Parce que si je l'ai vue une semaine avant, il y a peut-être déjà beaucoup de choses qu'elle a mis en place. Et donc, à chaque fois, même si je peux avoir une idée de là où je veux aller avec la personne par rapport à son besoin, à sa demande, je n'ai pas un protocole absolument figé. Je m'adapte vraiment là où elle en est, à sa réalité objective du moment. Ça, c'est très important aussi en sophrologie. C'est intéressant, là, Sandra, ce que tu amènes, parce que la question de la conscience est centrale. On l'entend dans ton discours, cette notion de conscience et de conscience corporelle. En hypnose, on va être plutôt sur une augmentation de la sensibilité sensorielle. Alors, en sophro aussi, on s'intéresse de fait au sensoriel. Mais une grosse différence qu'on repère quand on fait le travail, notamment avec les IRM fonctionnels, c'est vraiment ça, c'est que en sophro, on serait plus dans une augmentation de la conscience corporelle. En hypnose, on serait dans une augmentation de la sensibilité sensorielle et de la suggestibilité. Ça veut dire qu'on va, à travers les métaphores qu'on pourrait utiliser, des métaphores thérapeutiques, à travers la gestuelle, à travers le langage d'influence qu'on va utiliser, on vise à suggérer certains messages, à orienter l'attention vers certains endroits et surtout à amplifier la capacité de la personne à sentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Alors, c'est vraiment cette notion c'est la conscience de soi en soi, c'est conscient d'être conscient, mais en même temps, on va vraiment travailler sur la tridimensionnalité, voir c'est le corps, les émotions et le mental et la réunion de tout ça qu'on va permettre à la personne de vivre au travers de nos séances. On est vraiment quand même dans cette tridimensionnalité aussi, et encore une fois, ça va être progressif, mais la dimension émotionnelle et la dimension aussi de la sensorialité, comme tu l'évoques, parce qu'on a des techniques spécifiques, on va vraiment faire des séances orientées sur les 5 sens
pour justement aussi prendre conscience de la fonction aussi de l'organe, du sens qu'on donne à ce sens. Et on va même poser un vœu pour soi, pour le monde. Enfin, on va assez loin aussi dans cette écoute de la sensorialité dans les séances. Bon, je trouve qu'on entend bien comment la sophro, je vais dire comme ça, hein, se suffit à elle-même, c'est-à-dire est une approche qui peut être engagée dans le thérapeutique ou dans l'accompagnement, alors sportif, peut-être tu en parleras, ou relationnel, mais que ça suffit à soi-même. Alors que pour moi, l'hypnose, c'est vraiment le fait de mobiliser un état amplifié de conscience. Et l'hypnose, pour moi, ne peut pas être hypnothérapie. Ça peut être de l'hypnose, état d'hypnose utilisé dans un travail thérapeutique qui sera un travail thérapeutique avec une orientation psychanalytique, avec une orientation transpersonnelle, avec une orientation thérapie, bref. Mais pour moi, c'est une erreur d'envisager l'hypnothérapie. C'est plutôt la thérapie, une thérapie intelle qui utiliserait de l'hypnose. Alors que la sophro en elle-même pourrait suffire à amener un sophrologue à conduire une séance, à conduire des séances et à amener le patient à évoluer au fur et à mesure des séances. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Sandra? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif, c'est que justement, au cours des séances, la personne évolue, et c'est-à-dire que c'est elle qui va prendre conscience de ses propres ressources et capacités. C'est vraiment ça aussi qu'on vient dévoiler finalement, et ça c'est très phénoménologique, mais on va dévoiler toutes les ressources et capacités de la personne au fur et à mesure des séances, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on va proposer, c'est la personne qui va justement se dévoiler et avoir un autre regard sur elle. C'est une meilleure connaissance de soi quelque part, la sophrologie, avec ces notions aussi on a quand même la tridimensionnalité, c'est aussi ces notions de passé, présent, futur, parce que dans la RD1, on va être plutôt sur des propositions sur ce qu'on appelle de la relaxation dynamique concentrative. Après, elle est plutôt méditative. Après, elle est plutôt réflexive. Mais quand on amène les personnes dans l'ici et maintenant ou dans le futur par la visualisation, ou si on les amène dans le passé, c'est toujours avec un passé positif, c'est-à-dire ramener quelque chose de positif dans le passé, dans le présent. Donc, on est peut-être moins qu'en hypnose, mais tu m'arrêtes si dans cette recherche, l'idée, c'est, en tout cas, de ce qui s'est mal passé dans le passé, on va plutôt essayer de ramener un moment important, positif, joyeux dans le présent pour ramener ces sensations et mettre en lumière justement toutes ces capacités, ces ressources de l'être, voilà, globalement. Ça, je pense que c'est parce que ton approche est une approche qui est marquée par la phénoménologie et qui est dans une orientation ressources et solutions, ce qui est le cas pour moi aussi. Mais je pense que ça définit ni la sophro ni l'hypnose, le fait de centrer sur du positif. En hypnose, par exemple, on peut avoir des modèles qui sont des modèles hypnoanalytiques où l'idée, c'est de retourner dans le passé pour trouver des conflits, pour retrouver des blessures. Et donc, de fait, on n'est pas solution. Je crois que ça, c'est aussi la spécificité du praticien, le modèle du praticien qui pourrait être d'aller vers les solutions. Une différence, similitude, différence aussi entre sophro et hypnose, je trouve que c'est au niveau cognitif. La sophro va amener beaucoup de flexibilité en termes de pensée, des pensées positives et de la flexibilité mentale. En hypnose, on vise à réduire les biais cognitifs, c'est-à-dire on vise à réduire ces moments où le cerveau prend des décisions rapides, traite très rapidement l'information en quelques secondes, ce qui peut amener des préjugés. Donc, on travaille beaucoup plus sur la concentration que l'attention. Voilà, si on repère des spécificités. Mais voyez qu'on reste dans le détail, parce que ça veut dire que dans les deux cas, on s'intéresse aux pensées, mais il y a des spécificités. Ça veut dire qu'en hypnose, on sait qu'on augmentera davantage, on accédera plus facilement à des souvenirs antérieurs, avec tous les biais qu'il peut y avoir. Hein. C'est beaucoup plus accru par les structures cérébrales qui sont mobilisées
Et vous avez une visée beaucoup plus thérapeutique que nous. C'est vrai c'est en ce sens que je voulais dire que peut-être nous, on va peut-être un peu moins creuser. En tout cas, tel que moi, ça m'a été enseigné, on est dans ce principe d'action positive. C'est l'idée que toute action positive, voilà, sur une partie de la conscience se répercute vraiment positivement sur la totalité de l'être. Mais en fait, on n'a pas vraiment d'intention pour la personne, on a une intentionnalité sur la séance, mais c'est vrai encore une fois, enfin en tout cas tel que moi je l'ai appris, on s'intéresse à la personne au moment où elle vient, et peut-être que vous, c'est plus centré sur la thérapeutique, et c'est vrai qu'en une séance, vous arrivez sûrement à faire des choses, nous on va s'inscrire un peu plus dans la durée, c'est vraiment très différent comme… Je trouve que tu as raison quand tu le dis comme ça, Sandra. C'est vrai que l'hypnose, l'état d'hypnose est souvent utilisé dans de la thérapeutique, que ce soit le travail en médical, autour de la gestion de la douleur, pour des questions autour du trauma. Et on voit l'efficacité de l'hypnose par rapport au trauma et dans le traitement, comme je le disais juste avant, des souvenirs, mais aussi au niveau cortical, comment on peut intervenir dans la diminution de la place de l'amygdale, donc de ce signal d'alarme quand il y a danger. Et on le sait aussi dans tout le travail avec les addictions. L'optique de l'hypnose utilisée dans un dispositif thérapeutique, c'est vraiment d'amener une modification au niveau de comment on traite les pensées qui nous amènent à de la souffrance, comment on traite notre rapport au corps qui pourrait amener un vécu douloureux et ensuite déclencher mauvaise estime de soi, dégradation de l'image de soi, etc. Et puis le traitement des comportements, comment parfois certains comportements automatiques, on pourrait les modifier, les ajuster. Et ça, la spécificité de l'hypnose, de cet état, on en discutait hier aussi dans la rue tous les deux, c'est important de partager ça avec nos collègues. L'hypnose, c'est cet état modifié de conscience où le patient est à la fois là et à la fois ailleurs en même temps. Donc, il y a bien la dissociation, hein, mais il est ici et ailleurs en même temps. Alors que dans l'état sophroliminal, on ne vise pas le ici et le ailleurs au même moment. Ça, c'est une vraie spécificité de l'hypnose qui fait que ça n'est pas la sophro, ça n'est pas le mindfulness, ça n'est pas la transe chamanique, ça n'est pas la transe avec des substances, etc. C'est vrai qu'on utilise ce qu'on appelle un objet neutre, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne dans une certaine séance de visualiser un objet neutre et on est dans cette logique un petit peu de contemplation de l'objet, se contempler aussi. Donc on fait ce va-et-vient, mais on ramène quand même à ici et maintenant. On c'est plutôt dans cette logique de se concentrer et d'avoir cet aller-retour en effet entre la conscience qui s'externalise et qui revient. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nos collègues parce que c'est une forte différence que tu soulignes bien. En sophro, il y a vraiment, on va vers cet endroit-là et on est présent à cet endroit-là, puis on revient dans cet endroit-ci et on est présent à cet endroit-ci et on constate les différences. Alors qu'en hypnose, on est présent à ces deux endroits en même temps. Donc, ça fait quelque chose au niveau interne, au niveau de la conscience. Et donc, on a cet élément qui est fortement utilisé en hypnose qui s'appelle la dissociation. Voilà, tout à fait. Et pour citer un exemple, tu parlais de… Voilà, c'est vrai que moi, par exemple, sur l'anxiété ou le sommeil, pour vous donner des exemples, alors évidemment, on va faire beaucoup de pédagogie aussi, parce que le sommeil… les insomnies, c'est vraiment aussi potentiellement lié, bien sûr, à des horaires de travail décalés, mais on a aussi beaucoup de comportements qui sont pour réguler cet état de pression du sommeil. Donc, on va faire beaucoup de pédagogie. On va essayer de voir un petit peu quels sont les comportements des personnes dans leur rituel d'endormissement. Mais dans les séances, par exemple, on va beaucoup travailler sur les rythmes. En fait, on va laisser la personne se rendre compte que finalement, elle a des rythmes qui sont peut-être pas adaptés, lui faire vivre des rythmes accélérés ou plutôt lents. On va la faire travailler sur des exercices de respiration, on va la faire travailler sur des exercices qui la mettent en relation avec son horloge biologique, par exemple, avec des respirations autour de ce que c'est que, justement, encore une fois, l'horloge, les rythmes.
on va avoir des séances autour d'une bulle de protection. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, une expérience, une vivance un peu différente qui fait prendre conscience qu'il y a des choses qui sont peut-être pas adaptées. Et c'est en ça que je dis qu'on est voilà, dans cette idée de intentionnalité, mais pas d'intention pour l'autre. Et la personne va petit à petit prendre conscience et se révéler et petit à petit modifier grâce à la pratique régulière, encore une fois, hein, parce que si elle ne pratique pas, voilà, on n'a pas la baguette magique. Il y a vraiment l'idée de la conscience dans Sophro, de prendre conscience, d'avoir, et puis aussi par rapport à ton modèle phénoménologique, d'avoir cette conscience, cette présence, cette attention à ce qui est là. Oui. En hypnose, dans un cadre, utiliser l'hypnose dans un cadre thérapeutique va amener à quelque chose d'incisif, dans le sens où on souhaite amener une transformation, une modification significative en termes de comportement, de pensée, d'émotion, de sensation. Si on prend un exemple par rapport aux addictions, eh ben, le client vient consulter parce qu'il y a cette problématique et qu'il présente ce comportement particulier d'appétence à une substance. Et l'idée va être de travailler, de l'amener dans cet état de conscience particulier, là et pas là en même temps, afin de trouver avec lui de nouvelles solutions dans ce moment où c'est douloureux pour lui, dans le moment où l'émotionnel est très fort. Et ça, c'est intéressant parce qu'en hypnose, on va travailler sur la question de l'amygdale, donc sur la question aussi du limbique, donc de toute l'émotionnalité, mais on va jouer aussi sur certaines structures. On sait en hypnose des structures qui sont associées à tout ce qui est critique et inhibition du comportement. Et que nous, on souhaite activer ces zones pour qu'elle puisse inhiber plus facilement certains comportements. Quand il y a cette appétence forte pour le produit et que la personne va consommer, que ça va amener aussi de la récompense, de l'apaisement, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse avoir un retrait sans avoir beaucoup de critiques et de jugements sur elle qui l'amènerait à une baisse de l'estime de soi. On veut vraiment amener des changements profonds. Et on l'a au niveau des structures cérébrales, mais aussi au niveau du fonctionnement à soi et du fonctionnement en lien avec les autres. Je voulais juste revenir sur l'origine finalement et les sources, parce que finalement, Alfonso Caicedo, il s'est bien sûr beaucoup inspiré, il a beaucoup travaillé avec Binswanger, donc tu as raison sur tout ce qui est psychiatrie phénoménologique existentielle, mais il est aussi beaucoup, il s'est beaucoup intéressé à l'hypnose, mais également à toutes les pratiques, qu'elles soient philosophiques ou autres, de l'Orient, et notamment le yoga, le bouddhisme zen. Donc en fait, c'est toutes ces techniques, toutes ces pratiques en fait qu'il a, on va dire, analysées. Il a fait beaucoup de tests. En fait, sa vision, c'était de dire, en hôpital psychiatrique, il se rendait compte sur des pathologies type schizophrénie où il y avait des traitements médicamenteux, mais il n'avait pas il voulait essayer de trouver d'autres solutions pour justement amener un peu plus d'autonomie. C'est vraiment ça la base de la sophrologie. C'est comment je permets un petit peu le redressement de l'être et qu'est-ce que je peux apporter d'autre parmi tout ce qui existe, dont l'hypnose, pour essayer de trouver d'autres solutions pour les personnes qui souffraient de pathologies assez importantes. C'est vraiment ça, et il a vraiment parcouru le monde pendant quelques années pour essayer de s'imprégner, s'inspirer de la médecine chinoise aussi d'ailleurs, toutes ces pratiques aussi plus spirituelles également. Donc, bien sûr aussi tout ce qui est lié à la relaxation, Schultz, Jacobson, enfin, c'est vraiment une synthèse un petit peu de toutes ces pratiques. Peut-être ça, comment tu lis, Sandra, médecine chinoise traditionnelle et sophro? Parce que c'est une spécificité, c'est intéressant pour nos collègues. En fait, on est vraiment aussi dans cette recherche de l'harmonie, de l'équilibre corps-esprit, et la médecine chinoise, c'est vraiment ça aussi. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, c'est une formidable médecine préventive à la base. On cherchait non pas le symptôme, mais l'origine un petit peu, la cause, puisque les causes peuvent être multiples, même si c'est très
complémentaire à la médecine traditionnelle, bien évidemment, mais la façon d'envisager le symptôme et la cause de la maladie est un peu différente. Si j'ai mal au coude, sauf si je fais beaucoup de tennis et que j'ai une tendinite, je sais que c'est le méridien du gros intestin, donc je vais poser des questions sur l'alimentation. Donc c'est vraiment, on va essayer d'aller creuser un petit peu plus comment la personne, là aussi, quelle est son hygiène de vie finalement, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle pense, quelle est son activité. Donc on apprend en médecine chinoise aussi que sauf traumatisme, sauf génétique, à 80%, c'est quand même l'impact de l'émotionnel sur le physiologique. Et on va, nous, essayer par les méridiens, par les différents traitements possibles. Il faut savoir qu'il y a 12 méridiens, 360 points qui ont au moins 10 fonctions. Donc là aussi, on va dérouler un petit peu la plotte, essayer de poser un diagnostic, on va prendre les pouls de la personne, on va évidemment comprendre ce qu'ils nous ont en termes de symptomatologie, et puis on va essayer de rééquilibrer ça avec cette idée de libérer entre les différents méridiens, que la circulation se fasse. Donc c'est vraiment aussi un lien, c'est très lié, la sophrologie c'est pareil, on est dans la recherche de l'équilibre corps-esprit. Et moi, ma pratique aujourd'hui, c'est souvent sur des pathologies type acouphène. Par exemple, c'est intéressant d'aller travailler d'abord en médecine traditionnelle chinoise pour libérer le méridien du rein, d'autres méridiens également, et après de proposer des pratiques en sophrologie pour travailler sur l'échelle émotionnelle liée à l'acouphène et faire un va-et-vient entre le ressenti de l'acouphène et des sensations, l'acouphène étant désagréable, et des sensations corporelles agréables. Donc voilà, je réunis les deux pour proposer un rééquilibrage corporel et après des pratiques, encore une fois, qui amènent la personne à mieux gérer des crises, à mieux vivre les émotions liées à ce symptôme qui est quand même assez intrusif, surtout quand il est très présent. Donc voilà comment j'aborde les choses, et c'est très souvent que les personnes viennent me voir en première intention en sophrologie et finalement tout de suite me disent « Ah oui, je veux bien associer ça avec la médecine traditionnelle chinoise ». Donc, c'est presque le premier temps, médecine traditionnelle chinoise, en généralisé, mais ce serait presque dans la façon dont tu le décris, est-ce que c'est bien ça? C'est presque le premier temps. Et après ce temps de diagnostic, serait ton outil diagnostique. À ce moment-là, il y a un travail qui peut être fait en médecine chinoise, mais ensuite, tu ouvres vers la sophro. Parce que je ne vais pas révéler ce que Jean-Pierre, c'est pour faire un peu de teasing pour que tout le monde vienne le premier, mais non, je plaisante. Mais en fait, il y a des chaînes émotionnelles. Donc, c'est vrai que libérer ça, c'est intéressant avant de faire la pratique en sophrologie pour aussi permettre à la personne peut-être de vivre les séances un peu différemment. C'est quelque part déjà libérer, c'est quelque part se permettre aussi une forme de prise de conscience aussi du corps. Et Sandra, par rapport à justement la façon dont tu conduis tes séances en médecine traditionnelle chinoise, est-ce que ça t'apporte, est-ce que ça te permet de te dire, tiens, là, je vais aller travailler tel exercice en sophro, je vais aller bosser telle chose, et à chaque fois, tu construis ta stratégie, tu la remets en doute à chaque visite. Comment tu fonctionnes là-dedans, hein? Oui, parce que, alors déjà, par exemple, si la personne est très fatiguée, que je vois qu'il y a un rein très faible, je ne vais pas la mettre trop en posture debout parce que ça va être compliqué pour elle. Alors déjà, elle peut me le dire qu'elle est en état d'épuisement, donc j'aurais pu l'identifier, mais je vais aller voir vraiment dans quel état elle est au niveau de son épuisement personnel. Donc, je vais éviter de lui faire trop de posture debout. Enfin, ça paraît un détail, mais c'est important parce que pour la personne, il faut qu'elle puisse suivre la séance pendant 20-25 minutes. Donc, c'est ce genre de choses, mais émotionnellement aussi, quand il y a sur le méridien du foie, par exemple, c'est très lié à de la colère. Donc, je vais aller vérifier des 9, des 10. Si je vois que là aussi c'est bloqué, je sais qu'il y a quelque chose autour de la colère. Donc, je vais bien sûr pas l'induire et je vais pas le nommer parce que c'est à elle de… Mais en effet, peut-être que dans mon terpnose, puisque c'est le mot qu'on emploie pour parler du discours du sophrologue, dans mon terpnose, en effet, je vais peut-être orienter, notamment sur les séances des 5 sens aussi. Oui, je vais adapter en fonction de ce que j'ai observé, en effet, mon terpnose en sophrologie, tout à fait. Je fais des ponts, c'est clair. Merci de nous donner cette façon dont tu fonctionnes dans tes séances. Et on peut dire aussi, Guillaume, chez toi, c'est pareil, tu as une spécificité claire, tu n'utilises pas l'hypnose comme ça.
sorti du chapeau, tu conduis, tu es stratège dans tes séances. Oui, et c'est ce que j'entendais là dans ce que disait Sandra. Ça veut dire qu'elle va utiliser une grille de diagnostic. Et moi, ma grille de diagnostic, ça va être celle du repérage des processus psychopathos. Et donc, c'est ma grille de lecture, la psychopathologie et surtout les processus psychopathologiques. Et en lien avec l'hypnose en particulier, je vais repérer comment un patient se comporte, pense, émotionne, mais en lien avec des phénomènes hypnotiques. Est-ce qu'il se retrouve suspendu à un moment, comme immobilisé, comme en apnée, comme arrêté? Alors, à ce moment-là, en hypnose, on retrouve quelque chose qui s'appelle la catalepsie. Est-ce qu'au niveau de son rapport au temps, il est ici, il est ailleurs, il confusionne passé, présent, futur? Alors, en hypnose, on a quelque chose qui s'appelle un phénomène hypnotique particulier qui s'appelle la distorsion du temps. Et puis, on pourrait avoir quelqu'un qui se fait des commentaires anxieux, des commentaires pourris sur son futur. En hypnose, on a quelque chose qui s'appelle la suggestion post-hypnotique, mais alors là, on dirait suggestion post-hypnotique négative. Et donc, en repérant les différents phénomènes hypnotiques qui caractérisent ce patient, on pourrait dire que quand il y a pathologie, eh ben, c'est cet assemblage particulier de phénomènes hypnotiques. C'est un peu comme s'il était entravé dans une séance d'hypnose qui fonctionnerait bien, une séance d'hypnose idéale. C'est comme s'il était immobilisé à une étape de la séance d'hypnose. C'est comme s'il s'était mis en catalepsie, ce qui peut être une caractéristique en séance d'hypnose, mais qui restait tout le temps de catalepsie dans sa vie ou dans des situations. Et nous, il faudrait qu'on remette du mouvement pour que la catalepsie s'arrête et qu'on reprenne de la fluidité. Ou alors, s'il se fait tout le temps des suggestions post-hypnotiques négatives, ben, c'est comme s'il se faisait toujours une fin de séance où il se promettait que demain, normalement, devrait se passer de façon intéressante. Et lui, il est toujours en train de se dire, demain va se passer de façon pourrie. Donc, de repérer les phénomènes hypnotiques nous permet déjà de faire un diagnostic, d'éclairer ça, et c'est toutes mes recherches, d'éclairer ça d'un point de vue psychopathologique, de voir en quoi ça ressemble à un trouble anxieux généralisé, à un trouble phobique, etc. Et surtout de voir comment, avec l'hypnose, on peut permettre à la séance de se poursuivre de façon harmonieuse, qui sorte de la limite. Mais c'est sûr que la médecine chinoise me donne vraiment beaucoup plus d'éléments sur la dimension émotionnelle, en fait. On va assez rapidement voir où sont les blocages. Est-ce que c'est la chaîne de l'estomac? Est-ce que c'est toutes les pensées qu'on ne digère pas? Est-ce que c'est de la colère au travers de foie, vésicule biliaire? Enfin, on a des décodages comme ça, somatiques, sensoriels, qui vont me servir, moi, après, dans la construction un petit peu de mes séances, parce qu'évidemment, il y a un temps d'anamnèse, que ce soit en médecine chinoise ou en sophrologie, qui est très important. Il y a la vivance en sophrologie et la séance. Et après, en sophrologie, on a également le partage post-sophronique qui est extrêmement important, où là, c'est la personne on va l'inciter à parler de son vécu pendant la séance, et c'est là aussi que se fait la prise de conscience. Elle se fait également dans les pauses sophroniques pendant la séance, mais le partage post-sophronique est tout assez important. Et là, je vais voir aussi l'évolution dans ce que la personne va pouvoir partager et comment elle va là aussi évoluer dans la conscience d'elle-même, quoi. On a plusieurs collègues qui, je pense à Dina, on a Charles qui travaille sur le corps, peut-être Catherine, Nancy aussi avec la sophro. Ben, partagez comment, peut-être, et vos questions, et en même temps, peut-être, vous, le regard, parce que je sais, pour bien connaître Charles et Dina avec la naturo, il y a ça. Donc, n'hésitez pas à nous marquer des éléments. Des questions, des commentaires. Voilà, qu'on peut reprendre. Ça m'évoque aussi, parce qu'il y a un point commun, peut-être différence, Sandra, je pense, en hypnose. Donc, je disais la question de la suggestion, d'apporter du matériel au client et un outil essentiel. Et en particulier, on pourrait l'amener avec des images. Et là, en hypnose, on va utiliser le travail métaphorique.
c'est-à-dire qu'on part de la problématique du client, on repère la structure, la forme centrale, comme le scénario central, le film qui est proposé par ce patient, et on va transporter, c'est ça, métaphora, transport dans un autre domaine, et on va livrer une histoire qui parle, en fin de compte, de façon symbolique, de l'histoire du patient, mais qui amène des changements. Et en hypnose, et en particulier en hypnose ericksonienne, le travail métaphorique est un élément central de l'accompagnement, parce qu'on va lui proposer des pistes, des solutions, on va ouvrir des voies, et on va utiliser toute la partie imagerie mentale et en hypnose, hallucination sensorielle, c'est-à-dire que les images que le patient se crée, il doit les sentir dans le corps pour que ça amène de la transformation. Il faut qu'il y ait, je reprends votre mot que j'aime tellement, il faut qu'il y ait vivance pour moi. Ouais. On a, enfin, par exemple, les sportifs que j'accompagne, quand il y a un enjeu de compétition, on va les préparer en amont à vivre cette compétition en étant en pleine conscience de leurs ressources et de leurs capacités, de concentration, enfin, tout ce qu'ils ont pu mettre en place en termes d'entraînement. Donc, on va revivre un petit peu le film voilà, du match pour qu'ils puissent arriver prêts le jour J et être conscients physiquement du fait qu'ils sont en pleine possession de l'énergie, de la force, de toutes ces capacités de concentration. On peut même faire un prolongement entre le ballon et la main. Enfin, on peut vraiment travailler beaucoup sur cette sensorialité aussi et ce va-et-vient entre la raquette de tennis et le bras, le fait que ce soit le prolongement. Enfin, on peut amener beaucoup de sensorialité dans la visualisation et encore une fois en ramenant dans ici et maintenant les sensations de joie, d'enthousiasme, de force, d'énergie. Enfin, en fonction, on va s'inspirer de ce qu'ils nous disent pour le ramener. C'est en ça que tu dis bien qu'on est en sophro, qu'on est dans un travail de visualisation. Oui. Et ça, pour nos collègues, c'est intéressant parce que ça peut être un point commun. On s'intéresse aux images, mais pas de la même façon. Ça ne veut pas dire que les sophrologues ne peuvent pas faire de métaphores. Oui, d'ailleurs, c'est dans le commentaire, c'est très bien. Il y a aussi des métaphores, on peut très bien utiliser, bien sûr. Bien sûr. Mais la spécificité, on pourrait dire, dans le travail de sophro, ça va être le travail de visualisation, alors qu'en hypnose, on va chercher plus l'hallucination. Ouais, et ce n'est pas la même chose. L'hallucination, c'est vivre, c'est l'expérience, elle est vécue comme telle, elle n'est pas, on l'imagine pas, on n'est pas à la voir en premier sur un écran, puis sentir ce que ça fait dedans. Dans l'hallucination, c'est qu'on vit maintenant l'expérience et pas on l'a imaginé ou on l'a visualisé ou on l'a pré-travaillé. Ça, c'est une différence. Et les métaphores, c'est quelque chose que vous utilisez fortement aussi? Oui, on peut, pas fortement, mais encore une fois, ça dépend un peu des courants en sophrologie. Moi, je les utilise pas beaucoup, mais un peu quand même, ouais, mais pas majoritairement, quoi. Il y a Charles qui nous dit « J'observe assez régulièrement une prise de conscience plus mentale avec une difficulté à faire ou à laisser passer dans la biologie. Dans quelle mesure la sophro ou l'hypnose faciliterait ce passage jusque dans la matière ?» Ah ben là, la sophrologie, c'est clairement le passage dans la matière, pour le coup. On est vraiment dans la vivance corporelle, quoi. Donc, ça veut dire que si le mental, tu nous dis que si le mental revient au galop, dans ce que Charles évoque, où la personne, elle dit « Ah oui, j'ai pris conscience », mais c'est une prise de conscience corporelle. L'idée, c'est que dans le travail avec la sophro, tu ferais descendre cette prise de conscience vers le corps. En fait, l'idée, c'est de concentrer. Alors, d'ailleurs, on nomme que les pensées sont là, les pensées passent comme des nuages, elles ne s'accrochent pas, elles n'ont pas de racines. On ramène toujours à la respiration, aux sensations. Le fait de se concentrer sur les sensations corporelles et de vivre, ça permet justement de lâcher le contrôle un peu et de lâcher le mental. C'est par cette répétition de la concentration sur les sensations, on les nomme, sensations de lourdeur, chaleur, picotement, la respiration aussi. Enfin, on amène vraiment sur… Aussi, je n'ai pas parlé des systèmes, mais on va faire dans la sophronisation de base, on va amener la concentration sur chaque partie du corps, sur les 6 systèmes. Donc,
On amène vraiment cette prise de conscience corporelle petit à petit aussi dans la séance à chaque fois. Il faut passer par cette sophronisation de base pour arriver aussi dans ce seuil sophroliminal où vont se faire plus facilement les prises de conscience. Donc, on est vraiment très axé sur le corps. Par rapport à la… Et tu dis que la pensée, il faudrait la oui, on a plutôt tendance à inviter à ce que les personnes sur un écran mental voient les pensées comme des nuages. Imaginez que les pensées n'ont pas de racines, elles défilent. Et on ramène justement à la concentration sur… tu vois, quand on invite à la fermeture des yeux, quelles sont les sensations corporelles, la respiration, la cadence, le rythme. Vraiment, le premier niveau, c'est vraiment ça, c'est sentir son schéma corporel et les sensations corporelles dans les 6 systèmes. Et ça, alors, c'est intéressant parce que tu vois, le fait que tu dises ça et par rapport à la question de Charles, moi, j'aurais envie de dire à Charles, dans le travail en hypnose et dans la façon dont je l'appréhende, le travail en hypnose en séance, ce serait quand il y a cette prise de conscience mentale et que la pensée est là, je ne suspendrai pas la pensée, je lui dirai cette pensée qui est là, comment elle se mobilise dans le corps. Et cette pensée-là, c'est quoi la trace que vous avez dans le corps de cette pensée qui se manifeste? Plutôt pour être dans quelque chose d'inclusif, c'est-à-dire là où il se passe quelque chose, vous dites, vous avez compris, mais cette compréhension qui est là, comment elle est, quoi ça fait en vous, cette compréhension? Est-ce que ça fait pétillement? Est-ce que ça fait tourniquet? Est-ce que ça fait chaleur? Comment ça fait? Et j'irai à activer la trace dans le corps de la pensée qui s'est manifestée, plutôt que de séparer ou repousser la pensée. Et dans Pardon. Dans les techniques de respiration aussi, l'inspire, l'expire et la rétention d'air, on est aussi dans cette idée de suspension, tu vois, de vraiment… et c'est ça qui va faire que, au fur et à mesure, on va être dans le… oui, cette conscience aussi du fait qu'il y a un vide, quoi, quelque part. Il y a aussi cette possibilité d'être voilà, dans la suspension. Inspire, expire, suspendu et on recommence. Donc, on est vraiment focusé sur ces 3 temps. Après, il y a Catherine qui nous dit, quand les personnes sont en grande colère en séance de méditation, on pose la question sur ce que ces personnes ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes ici et maintenant. Donc, une focalisation sur les sensations. Des choses particulières en médiation. Alors, elle reprend. En sophrologie, en méditation, je crois qu'il y a eu en méditation. Ouais. Alors, oui. En sophrologie, on propose aux personnes de laisser émerger à la conscience tout ce dont ils voudraient se débarrasser de l'ordre des 3 dimensions de l'être, les sensations, les émotions, les pensées. Et on a des techniques pour mettre à distance. C'est ce qu'on appelle le sophro-déplacement du négatif. On va proposer à la personne, voilà, avec une activation corporelle. Donc, il y a des gestes, on appelle ça Bon, il y en a plusieurs, le karaté, il y a des gestes de déplacement, le SDN, enfin, il y a plusieurs techniques pour permettre de mettre à l'extérieur ce dont on voudrait se débarrasser de l'ordre de ces 3 dimensions, sensation, émotion, pensée. Ah, c'est très intéressant. Alors, je ne savais pas ça. Alors, de déplacer et de pousser. Alors, ça fait une grosse différence, mais là, Sandra, par rapport à ma pratique spécifique, hein, là, je ne peux pas dire par rapport à l'hypnose. Oui. En hypnose, il y a des gens qui vont viser aussi à éloigner ou à modifier, à reparenter, etc. Dans la pratique qui est la mienne en hypnose, on ne repoussera jamais quelque chose qui se manifeste, que ce soit une pensée, une sensation ou un comportement. On va plutôt zoomer, se focaliser, se fondre dans l'expérience. Là où la pensée arrive, ou d'anxiété, ou là où il y a de la colère, comme pouvait le dire Catherine tout à l'heure en séance de médiation, j'inviterai plutôt le client à se fondre dans la colère et savoir où elle est dans le corps et comme de la déguster, de l'apprécier dans sa spécificité sur tous les côtés de la langue. Voilà, de voir comment ça fait de tous les côtés du corps. C'est vraiment de plonger dedans et de faire et là on rejoint pour moi mon courant transpersonnel, de faire avec l'émotion qu'on appellerait colère, qu'on étiquette colère, de vivre colère, d'être colère. À ce moment-là, il n'y a plus de distinction entre soi et l'état émotionnel.
Donc, la question Par se contre, pose. mais c'est vrai que cette idée de déplacement du négatif, c'est toujours pour ramener du positif. C'est-à-dire qu'on ne déplace jamais si à la fin on ne ramène pas aussi du positif. C'est-à-dire c'est l'idée de mettre à distance pour ramener du positif. Et je suis quand même d'accord avec toi sur l'idée de l'émotion. On explique quand même que les émotions, elles sont toutes bienvenues. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. C'est plus l'idée de libérer, de se débarrasser pour ramener, encore une fois, une valeur, une capacité, du positif. Enfin, c'est leur permettre aussi de reprendre conscience de, encore une fois, toutes leurs ressources et capacités. C'est dans cette intention-là. Ok, ok. Moi, je suis très permaculture, alors j'aime bien que mes mauvaises herbes, elles restent sur le sol. Et en ce moment, il y a du pourpier qui est dans le jardin et je suis très content qu'il envahisse mon jardin. Parce que comme il envahit le jardin, le pourpier est tellement plein d'eau, et ben, il met beaucoup d'humidité aux fraises, aux cosmos, aux légumes qui sont là tout autour. Et puis, de temps en temps, quand il grossit trop, je l'enlève et je le pose sur le sol. Donc, l'idée, c'est un peu ça dans la TSE. C'est vraiment d'être dans la permaculture, dans les cultures associées. C'est vraiment d'utiliser l'état émotionnel comme source et il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à le toucher. Voilà. Oui, voilà. Bon. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre comment on peut avoir un modèle similaire, parce que je sais qu'on est très proche dans la grille de lecture avec la phénoménologie, et comment on pourrait, en termes de stratégie, j'entends que c'est une stratégie, tu peux amener dehors ou repousser un temps pour ensuite réattraper autre chose et venir nourrir avec une expérience positive. Alors que là, dans l'idée, c'est que quand ça se manifeste, c'est là, on se fond dedans, on se mêle avec la forme émotionnelle. Voilà. Et c'est vrai qu'une séance, alors souvent, quand on ne connaît pas trop la sophrologie, on a tendance à leur réduire de la relaxation. Bon, j'espère avoir pu expliquer que c'était plus large que ça, mais l'idée, c'est vraiment encore une fois, de permettre à la personne de révéler, mais aussi de prendre conscience qu'elle a des émotions et une séance n'est pas toujours confortable. Hein. On peut avoir, évidemment, donc après, c'est là que c'est important de faire un partage post-sophronique où on accueille l'émotion. On est aussi dans cette veine de l'écoute active de Carl Rogers, de pouvoir juste… alors évidemment, on ne pourra pas aller aussi loin que toi en psychologie, mais l'idée, c'est de ne pas non plus, si on voit qu'il y a des personnes qui sont vraiment en mal-être, il faut absolument vous les envoyer. Enfin, il ne faut pas non plus qu'on aille trop loin, nous, dans notre accompagnement. Hein. Moi, je fais très attention à ça et j'envoie aux spécialistes dès que je vois que ce n'est pas de mon domaine, de mon ressort. Je suis très prudente. Voilà. C'est important de nommer ça aussi parce que… Et cette prudence, elle doit l'être chez chacun des professionnels, quel que soit le titre, le niveau de formation, pour pas qu'il y ait de confusion et dans les fonctions à occuper et puis les compétences, le niveau de compétence. Bien sûr, complètement. Comme en médecine chinoise, je vérifie toujours… Ça doit rester médical. Voilà, en médecine chinoise, je vérifie toujours qu'il y a un médecin généraliste ou un spécialiste, mais voilà, on ne s'improvise pas, évidemment, c'est complémentaire. Hein. Il y a deux choses. Il y a Charles qui dit, est-ce que, je pense donc c'est en lien avec ce qui était juste avant, et profitez de poser vos dernières questions. On arrive vers la fin de notre rendez-vous. Donc Charles disait, est-ce que c'est possible de le faire avec la honte, de vivre la honte, d'être la honte, possible indiquer, moi par rapport à ce que je disais Charles, ce serait même pas d'être la honte, mais c'est la honte est. La honte, elle est, c'est de constater avec mon client que la honte est, que la honte se manifeste et que honte et moi, il n'y a pas d'écart parce que être la honte, c'est encore la dualité, c'est encore se séparer, dire je vais être la honte. Ça veut dire il y a quand même encore ce mouvement de volonté et donc ça sépare. Alors que là, la honte est, comme on dit pas, il y a le yin et il y a le yang, non, il y a le yin-yang. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, c'est d'être curieux, d'observer, Charles, quand je dirais à mon patient, observer de façon curieuse quand honte se manifeste, quand honte est là, quelle est la sensation, quoi sentez-vous? Quelle est la sensation qui est là? Et puis, c'est peut-être ça un code particulier de sophro. Moi, je connaissais XO.
pour les bons armagnacs et tout ça. Mais là, il y a XE, d'où les séances XE. Alors, je ne sais pas ce que c'est XE, Sandra. Les séances XE? Et oui, je vois, c'est Catherine qui nous dit, Catherine. Non, non, pardonnez-moi, mais j'ai continué après, de sophrologie collective en entreprise, pardon. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on peut proposer évidemment en entreprise des accompagnements en sophrologie, c'est très intéressant. Voilà, c'est vrai que c'est des milieux où on a beaucoup de pression, beaucoup de stress, où la communication parfois peut être difficile en entreprise. Moi, j'interviens aussi en entreprise en proposant de la sophrologie, c'est ramener dans le corps. En fait, en sophrologie, on parle beaucoup du bonhomme chinois, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est quand même à 80% dans le mental et très peu présent dans son corps, sauf quand il fait mal. Et c'est là qu'on se dit, oh, mince, oui, sauf que on a plutôt tendance à le nier plutôt qu'à s'en occuper. Donc, ramener du corporel en entreprise, c'est intéressant, notamment sur tous les trucs de musculo-squelettiques, les TMS. On a que des partisans du corps, là, dans notre, j'ai l'impression, dans notre groupe, du corps, de l'holistique. Voilà, je ne vois pas de remarques différentes. Et puis, il y a Joël qui dit j'apprécie votre positionnement prudent, je suis sophrologue caïcédienne. Joël qui est là. Voilà, et Catherine qui disait sophrologie collective en entreprise. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres questions, peut-être d'autres partages? Dina, est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Je sais que Dina a vraiment ce regard aussi holistique avec la naturo, l'hypnose. Peut-être la sophro. Dina, tu n'avais pas fait de la sophro? Non, tu n'avais pas. Non, j'en faisais sans savoir. Ah, voilà. C'est vrai. Avec la formation de naturopathe, oui, on fait de la gestion du stress, de la respiration, etc. Nadège? Oui, Sandra, est-ce que tu peux partager des exemples de cas où la sophrologie a eu un impact significatif sur la vie de tes clients? Oui, alors souvent, c'est quand même beaucoup de personnes qui ont des problématiques d'anxiété, de stress, qui sont hyperactifs, donc qui viennent voilà, pour essayer de trouver une technique qui permettrait là aussi de réduire ce niveau d'anxiété. Donc, ça peut être voilà, de différents âges. J'ai aussi beaucoup d'adolescents que je vais entraîner aussi pour les prises de parole, notamment les oraux, du bac, ce genre de choses. Donc, on travaille beaucoup sur prévention, régulation du stress, l'anxiété. Donc là, on va adapter aussi les séances en fonction de la personne et là où elle en est, encore une fois. C'est tout ce qui est aussi autour de la douleur. J'accompagne aussi beaucoup de personnes voilà, qui ont des problématiques d'acouphènes chroniques. Mais là, c'est vraiment très spécifique. Encore une fois, comme je le nommais, les problématiques de sommeil. Mais j'ai eu des personnes aussi qui avaient des problèmes de couple et de communication et qui n'arrivaient pas à voilà, vraiment savoir comment communiquer. Donc là, encore une fois, c'est comme c'est un travail sur une meilleure connaissance de soi. On les amène petit à petit. Alors là, j'utilise d'autres outils aussi. On va travailler un peu sur les croyances. Bon, je vais travailler aussi un petit peu avec voilà, d'autres outils, notamment sur les émotions par rapport à ça. Mais ça peut être aussi des mamans qui appréhendent un peu l'accouchement. Donc, c'est des préparations aussi un peu spécifiques par rapport au ce moment de l'accouchement. En fait, on a un peu la palette que vous pouvez avoir, sauf que les personnes viennent là en pensant justement que ça va être un moment de relaxation et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas uniquement de la relaxation, c'est souvent ça. Ils viennent en première intention en se disant je vais venir faire de la sophrologie pour me relaxer et là on leur explique que c'est autre chose et qu'il y aura un engagement de leur part et que c'est plutôt une proposition d'avoir des outils au quotidien pour mieux se connaître, pour retrouver cet état d'équilibre corps-esprit. Voilà. Alors, je ne sais pas si Nadège, vous vouliez des exemples plus précis, peut-être, mais les champs d'application sont vraiment dans le domaine de la santé aussi. On intervient dans les hôpitaux, surtout pour la prévention et régulation du stress. C'est quand même le gros sujet. Non, c'est très bien, Sandra, merci. Après, tu nous aurais donné un cas spécifique, quelque chose où tu t'es dit waouh, la sophrologie. Alors là, c'est. Ah, mais sur le sommeil, oui, j'ai des cas sur le sommeil où des personnes, voilà, étaient vraiment souffraient d'insomnie chronique et on a
vraiment pu rétablir ça en travaillant justement sur plusieurs séances, sur les rythmes, sur les comportements, sur les rituels de sommeil, sur comment, ne serait-ce que leur expliquer que dans les comportements, le sommeil, ça se prépare dès le réveil. Plein de personnes ne sont pas conscientes de ça. Il faut des pauses dans la journée. Le corps n'est pas fait pour être hyperactif. Donc, mettre des respirations, des siestes flash ou d'autres types de moments de récupération. Et voilà, au cours des séances, sur les insomnies chroniques, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'on va vraiment travailler sur les rythmes et bien sûr sur toutes les émotions ou toutes les croyances autour du sommeil, la représentation qu'on peut avoir du sommeil aussi. Et puis en fait, le sommeil, on va mettre des pensées dysfonctionnelles, donc des émotions, donc des comportements. Donc on va travailler sur ces trois aimants-là au travers des séances. Donc, le sommeil, c'est très complexe et à la fois, c'est très intéressant de le travailler au travers de la sophrologie. Super. Là, il y a Virginie qui posait une question intéressante. Est-ce qu'on peut faire la sophro en visio? Alors là, c'est un gros débat. Comme on parle de vivance, les puristes, vous direz, ah, non, je ne peux pas. En même temps, pendant le Covid, c'est arrivé qu'on le fasse. Donc, j'allais dire à un moment, ça, c'est vraiment une vision aussi. Soit on se dit qu'il faut vivre avec son temps et qu'il y a certaines personnes qu'on peut quand même aider. C'est vrai que je privilégie quand même, moi, le présentiel parce qu'on est vraiment aussi dans ce partage post-sophronique qui est très important. Il faut savoir aussi où en est la personne. Je dirais pas, j'aurais pas un avis tranché parce que certaines personnes s'autorisent à le faire et ça fonctionne. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le principe, c'est quand même la vivance, donc être en présentiel. Mais si ça fonctionne, j'allais dire, si on arrive à aider les personnes, je ne m'interdirais pas de le faire, quoi. Guillaume, toi, de ton côté, c'est pour l'hypnose, les champs d'application? Les champs d'application, je dirais qu'on n'est pas du côté de la compréhension, qu'on ne vise pas la compréhension, mais plutôt le vécu, l'insight sensoriel plutôt que la compréhension. Et donc, de fait, les champs d'application, ça va être la douleur, parce qu'on sait qu'il y a de nombreux travaux, de nombreuses recherches qui ont montré comment vraiment l'hypnose dans le traitement, l'accompagnement des douleurs chroniques a des résultats majeurs. Bon, ça peut être en chirurgie, en bloc opératoire, des interventions nodules, césariennes, différents types d'interventions chirurgicales. Et moi, mes champs privilégiés, ça va être du côté des addictions, accompagner des addictions, que ce soit héroïne, cannabis, alcool, addiction sexuelle, ou alors des troubles de l'humeur, accompagner la dépression, les troubles bipolaires. Et là, j'ai de nombreux exemples d'accompagnement. Alors évidemment, sur des temps, c'est pas une séance d'hypnose, hein, c'est nombreuses séances d'hypnose sur plusieurs mois, allant jusqu'à quelques années de travail en fonction de la pathologie psychiatrique, mais qui a un vrai bénéfice pour ces patients-là, pouvant aller jusqu'à des comportements, même chez les patients addicts, la possibilité de sortir de l'abstinence et de rentrer dans la régulation. Et voilà, donc des résultats qui sont très, très ouverts pour eux. Et sur la question de la visio, c'est pas du tout un souci pour moi, la visio et même le téléphone. Maintenant, non, mes supervisions et des séances se font par téléphone. Et je crois que ça ouvre des champs exceptionnels pour le thérapeute qui doit davantage calibrer, qui va avoir de nombreux indicateurs sur le lieu de vie du client. Et puis, on va être à la fois là et pas là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'à la fois, on est là tous ensemble. Là, à l'instant, on est tous ensemble ici présents. Et en même temps, on n'est pas là physiquement. Et pourtant, on voit l'autre bouger. Donc, ça ouvre un rapport. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail thérapeutique, c'est que ça va ouvrir un rapport au corps, un rapport à l'autre, un rapport au langage qui est spécifique. Et que ça va nous aider, si on en prend conscience et qu'on le travaille, qu'on ne le subit pas, ça va nous aider à amener de véritables changements au niveau psychologique parce que si on est en face à face et dans la même salle, on n'a pas cette opportunité de l'écran interposé. Et ça, c'est très riche.
Mais c'est vrai que des fois, on s'enregistre aussi, on envoie des audios aux personnes, donc on peut être… La seule chose, c'est que la visio, c'est intéressant pour nous, parce que comme on va montrer à un moment une activation, pour quelqu'un qui ne connaît pas la sophrologie, il faut quand même qu'il voit, parce qu'il n'y a pas de surprise, hein, il faut qu'il sache à quoi s'attendre, puisqu'on les invite à fermer les yeux, mais il faut qu'on puisse montrer. Mais la visio, c'est très bien. Il y a une personne qui témoignait, ça fonctionne, et je suis d'accord. Donc, c'est juste que voilà, et comme je sais qu'il y a… Moi, je suis plutôt favorable à vivre avec son temps, mais je sais qu'il y a des personnes qui… Mais voilà, ça fonctionne. Donc, Les collègues disaient, Nancy dit, qui est sophro, hein, et qui enseigne la sophro, elle disait, c'est intéressant par téléphone aussi, le client peut ne pas se sentir observé et de fait libérer la parole. En effet, Florence disait, ben, ça invite, et c'est vrai, il y a plus de présence ou à un autre type de présence. Le fait d'être comme ça, absent physiquement, mais présent virtuellement ou auditivement. Et Charles disait à quel point ça ouvre sur une acuité particulière le téléphone. Et ça permet, pour le thérapeute, moi en l'occurrence, ça me permet de me promener dans mon jardin pendant que j'écoute les gens parler, ce qui met dans une disponibilité, puis dans un confort aussi beaucoup plus grand parce que mon corps est mobilisé. C'est vrai. Voilà. Je suis dans une meilleure vivance. C'est ma sophro à moi. C'est juste que nous, il faut quand même montrer à un moment le geste et que parfois, Et par oui. téléphone, voilà, si c'est la première séance, c'est peut-être… Ah oui, c'est intéressant ça. Bon. Ben, merci. Sandra, est-ce que tu peux juste nous rappeler dans quel centre de formation tu dispenses la formation en sophrologie et Guillaume également, où toi tu dispenses l'hypnose? Alors, c'est le CFSD à Avignon. Voilà. Et sinon, mon cabinet, je suis installée à Maubec, à côté de Gordes, dans le Luberon. Voilà. Ouais. Merci Sandra. Et moi, merci à vous. J'interviens pour Way Inside et pour Way Outside, pour les formations autour de la thérapie, de l'hypnose, des thérapies brèves, la thérapie mosaïque, psychopatho, voilà, et les supervisions. Et puis, je vous remercie tous pour d'avoir été là, de vos remarques. Et puis, on se retrouve, je vous invite donc le 1er juillet avec Jean-Pierre Guiliani pour parler donc ostéo, médecine chinoise. Ça, ce sont ses points de départ à Jean-Pierre. Et il va nous parler lettres hébraïques, médecine chinoise et pathologie mentale. Donc, c'est chanceux de le recevoir comme d'avoir reçu Sandra. Merci beaucoup. Et en plus, elle est joyeuse. C'est très plaisant. Très Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Belle suite à tout le monde. Et voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci Nadège pour toute l'organisation. Merci Nadège, merci. Un gros boulot. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt à tous. Merci. Au revoir.